Bien, bonjour à tous et toutes. Donc nous allons démarrer cette table ronde consacrée au SAS, au service d'accès aux soins, avec la question de est-ce qu'il s'agit d'une bonne réponse pour l'accès aux soins. L'accès aux soins, comme vous le savez, c'est une préoccupation majeure pour nos concitoyens et le service d'accès aux soins a été et est toujours, à titre personnel, je le pense très sincèrement, une très bonne réponse pour l'accès aux soins, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Et malgré le déploiement du SAS, je pense que Marie Daudet pourra nous dire le niveau de déploiement du SAS qui est aujourd'hui, j'ai cru comprendre d'après le rapport de la Chambre régionale des comptes, de la Cour des comptes, pardon, 62% de déploiement et 80% de la population. Malgré ce déploiement, la crise des urgences persiste. Un certain nombre d'hôpitaux ont dû déployer leur plan blanc cet hiver en particulier à cause de l'épidémie, mais aussi du fait de la tension sur les urgences et les lits. Et donc les problématiques d'accès aux soins persistent, notamment pour le non programmé. Alors dans ce contexte, je suis ravie d'accueillir à cette table ronde des intervenants de très haut niveau, que je remercie vraiment chaleureusement et amicalement de leur présence aujourd'hui. Je vais commencer par Marie, honneur aux femmes. Si notre ministre excuse le protocole habituel. Cher François. Oui, c'est genré, mais j'assume. Marie, donc, tu es directrice générale de l'offre de soins depuis novembre 2022 et je sais, pour t'avoir accueilli à Rennes pour la visite du SAS, d'ailleurs au CHU, combien tu tiens au déploiement de ce SAS et combien tu es persuadée que c'est un outil utile pour nos concitoyens. Je ne vais pas reprendre tout le fil de ta carrière, mais de nombreuses missions, à la fois à l'IGAS, à la direction des sécurités sociales, à la direction des hôpitaux en tout début de carrière, bien avant que tu nous rejoignes, heureusement pour la santé, le monde de la santé, et aussi d'autres fonctions à la Cour des comptes. Et également des fonctions de cabinet aussi, auprès de Christelle Dubos, et au moment où Agnès Buzyn et Olivier Véran étaient ministres. François, cher François, désolé pour le protocole, parce que je fais passer la femme avant le ministre. Mais en tout cas, c'est à titre amical et très chaleureux que je t'accueille ici, puisque nous avons une longue histoire commune au CHR de Metz-Thionville, où tu as rejoint la chefferie de service des urgences, à l'époque où je dirigeais cet établissement. Et après une longue carrière, urgentiste, président de SAMU Urgences de France, très impliqué sur la question des urgences. Un peu le père du SAS, on peut dire que c'est un petit peu ton bébé, à travers le pacte de refondation des urgences en 2019. Et puis le rapport Braun, rapport que tout le monde connaît, en 2022, qui t'a conduit à être ministre de juillet 2022 à juillet 2023. Et merci encore d'être présent, c'est vraiment une grande chance pour nous tous de t'écouter à travers toute ton expérience, à la fois d'urgentiste et d'ancien ministre. Docteur François Ducrot, psychiatre, nous paraissait très important au moment où la psychiatrie est la grande cause santé mentale 2025, d'avoir un psychiatre qui a été un des pionniers du déploiement des SAS de psychiatrie, pour en avoir mis en place au CHU de Rennes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici. Vous êtes aussi coordonnateur national adjoint des CUMP, les fameuses cellules d'urgence médico-psychologique. Je sais que vous avez, comme François d'ailleurs, été sur des terrains d'attentats très, très difficiles à vivre. Et merci beaucoup de votre présence donc sur cette question du SAS psychiatrie. Il nous paraissait essentiel de pouvoir débattre de la place de la psychiatrie dans le SAS. Et puis Alain Prochasson, je suis ravie aussi d'accueillir. Lorsque j'ai voulu préparer cette table ronde, je lui ai dit il faut absolument qu'on ait un médecin généraliste, même si nous sommes ici dans une table ronde des CHU. Et bien sûr, François, je me suis tournée vers François qui m'a proposé Alain, avec lequel j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à travailler. Médecin généraliste, grand acteur de la collaboration ville-hôpital, puisque à Metz particulièrement, vous avez porté cette collaboration à travers les correspondants du SAMU, le développement de la médecine de ville au SAMU, les liens ville-hôpital. Vous êtes aussi président de la CPTS de Metz et vous avez été aussi, vous êtes toujours, je crois, président départemental de la CSMF. Merci à tous les quatre et sans plus attendre, donc je vais vous donner la parole pour que vous nous disiez en quelques mots quel est le bilan et quelle perspective vous voyez pour les SAS, avec des propositions concrètes pour améliorer encore l'accès aux soins de la population. Et puis aussi, je vous poserai une deuxième question, puisque, comme vous le savez, nous sommes à la table ronde des CHU. Les CHU viennent de publier un pacte de responsabilisation
sur l'accès aux soins et sur la question des urgences, avec des propositions, notamment une proposition phare qui est de renforcer la régulation. Êtes-vous favorable à cette régulation renforcée pour les urgences, pour l'accès aux soins de la population française? Et êtes-vous d'accord avec l'ensemble des propositions qui ont pu être faites par les CHU sur cette responsabilisation de tous les acteurs, sur la permanence des soins, sur la gestion des lits, sur la coordination territoriale, toute une série de propositions majeures qui viennent d'être faites sur les urgences, qui est évidemment un sujet majeur pour la population française. Voilà, donc sans plus attendre, je vais reprendre le protocole et passer la parole à notre ministre, cher François. Bon, merci Véronique de cette invitation, de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui m'est cher, qui est le service d'accès aux soins et puis plus largement les urgences. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? Oui, alors je ne vais pas dire que c'est la seule solution, mais en tout cas c'est une solution. Pourquoi? Parce qu'elle répond à une problématique, un changement de pied, une évolution de notre système de santé qui, je vais le dire ici, mais j'arrête pas de le dire, pour moi n'est pas en crise, mais vit en fait une mutation qui est liée aux mutations sociétales, mutations technologiques, mutations démographiques et épidémiologiques, ça on le sait bien. Et cette mutation, il faut l'accompagner. Et derrière, il faut changer de paradigme. Alors je suis désolé pour Marie qui a la DHOS ou DGOS à l'offre de soins. Je pense que le concept d'offre de soins est dépassé. Il ne faut plus s'intéresser à l'offre de soins, il faut s'intéresser à la réponse aux besoins de santé de la population. C'est un vrai changement de paradigme et c'est ce qui explique que tous les systèmes internationaux qui ont été construits sur l'offre de soins sont en difficulté. Vous le savez, l'offre a diminué, les besoins ont augmenté, il y a un effet ciseau. Donc concentrons-nous, changeons notre système en nous concentrant sur la réponse aux besoins. Et dans ce cadre-là, le SAS est totalement précurseur de ce concept. Le SAS, c'est quoi? C'est prendre en compte la demande de quelqu'un, X ou Y, d'un de nos concitoyens, transformer cette demande en quel est le réel besoin de soins. Et ensuite l'orienter pour qu'il y ait une réponse à ce besoin de soins. Et finalement, je réfléchissais un petit peu, ce concept de réponse aux besoins, il est venu progressivement après le SAS, après la naissance du SAS. Et je me dis que le SAS est l'élément précurseur de ce changement de paradigme, de réponse aux besoins de santé de la population et non plus simplement d'organisation de l'offre de soins. Alors, il n'est pas tout seul, il y a plein d'autres solutions. Il faut continuer à le déployer. Et merci à la DGOS de continuer ce déploiement. Il faut que ça aille plus vite. Ce n'est pas le ministère qui bloque, il faut le dire clairement. C'est les professionnels sur le terrain, qui sont quand même pas toujours très allants. Et il faut continuer à aller à ce sens. Les résultats, on les voit globalement. Alain le redira, mais 60% des appels d'un SAS concernent la médecine générale. Et 60% des réponses de médecine générale sont du conseil. Donc on est vraiment dans une logique de réponse aux besoins qui n'est plus le tout hôpital et qui permet quelque part de protéger l'hôpital de patients qui doivent être pris en charge ailleurs. Alors, se pose ensuite la question de la place du SAS dans la régulation de l'entrée des urgences, on pourra en discuter, mais la seule chose qui, depuis des décennies, a fait diminuer la fréquentation des services d'urgence, c'est justement la régulation de l'entrée des urgences qui a diminué en moyenne de 15% la fréquentation des services, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Faut-il le généraliser ou pas? La question se pose, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc on voit bien que le SAS devient l'élément pivot. Le SAS est également exemplaire dans le sens où il réunit la ville et l'hôpital. Et ça aussi, il faut qu'on décloisonne la ville et l'hôpital. Je pense que vous en êtes tout convaincus. Et le SAS est aussi exemplaire parce qu'il est multimodal. Finalement, le SAS, c'est quoi? C'est de la téléconsultation. C'est l'acte de téléconsultation le plus fréquent. Mais c'est aussi de la téléconsultation qui s'enrichit maintenant de la visio, qui s'enrichit de la prise en compte des données de santé de la personne, on peut aller chercher le DMP, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui est global. Après, le SAS, allez-y à fond si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de sujet. Sur la question des urgences, je voudrais juste revenir sur quelque chose, parce que là aussi, j'ai été, j'assume, artisan de choses sur les urgences, du BJML, de machin. C'est dépassé. C'était des solutions. On les a mis, le BJML, on a commencé à en discuter en 2013. C'est plus de 10 ans. Entre-temps, on a eu le Covid. Ça a changé complètement le fonctionnement de l'hôpital. Vouloir imposer à des services de soins spécialisés des patients qui sont polypathologiques, je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur. Il faut qu'on change de ce paradigme-là aussi. Il se passe quoi? Il se passe que en post-Covid, les services de spécialité, ils tournent tout seuls. Ils ont leur propre patientèle, ils la prennent en charge directement, sans forcément passer par les urgences. Ils n'ont plus de place. Ils sont à l'étroit. Raisonnons différemment.
Moi, je mets toujours en exemple ce que fait Catherine Le Gall à Argenteuil, avec un service de médecine polyvalente post-urgence. Je sais qu'au CHU de Nancy, ils le font. Ils vont encore augmenter le nombre de lits. Je pense que la solution des lits pour les urgences, elle est là maintenant. Elle n'est plus d'en vouloir mettre des patients dans tous les services. Pourtant, j'ai insisté là-dessus. J'ai été des artisans de ça. Mais je crois que si dans notre système de santé, on n'évolue pas, si on ne suit pas cette évolution du système, si on reste arc-bouté sur des vieilles solutions, on va dans le mur. Donc voilà, moi, pour les urgences, pour moi, il n'y a pas de... C'est la partie émergée de l'iceberg, c'est là qu'on voit toutes les difficultés, mais l'amont est en train de se régler avec le SAS, avec l'implication dans des maisons de santé plus professionnelles, dans des centres de soins. On voit, il faut cadrer un peu tout ça, mais ça se met en place. L'organisation même des services d'urgence, c'est le boulot des urgentistes de s'organiser différemment. Et l'aval des urgences, sortons de cette logique. La solution, je pense, n'est plus dans le BJML. La solution, elle va être dans des services de médecine polyvalente pour lesquels, en plus, on trouvera des professionnels parce que les jeunes, y compris généralistes, qui sortent maintenant, la moitié veut avoir une activité salariée, totale ou partielle. Donc, on a un peu tous les outils. Il faut accepter de faire, pas ce big bang, mais ce changement de paradigme. Mettre en avant le SAS, organiser différemment notre hôpital. Et j'avais poussé le président de la République à dire qu'on réglerait le problème des urgences et de sa saturation en décembre 2024. Bon, on pouvait le régler. On pouvait le régler, j'en suis sûr. Je suis parti, tant pis, mais on pouvait le régler et je pense qu'on peut encore le régler et que c'est encore un pari qui est tenable. Merci beaucoup François. Je rebondis sur la création des lits de médecine polyvalente. Pour l'avoir fait à Rennes, j'en ai créé 100. Ça ne suffit pas. Donc la création de lits de médecine polyvalente ne suffit pas parce que quand on a aussi des problèmes d'aval de l'aval, notamment, et ça renvoie au sujet d'insuffisance de lits de SMR, insuffisance aussi de coordination avec le domicile, notamment pour les personnes âgées, les solutions de maintien à domicile. Donc il y a la question de l'aval des urgences à l'hôpital, mais il y a aussi l'aval de l'aval et toute la coordination territoriale justement du parcours du patient. Merci en tout cas beaucoup pour cet appel au changement de paradigme et pour ce militantisme aussi en faveur des SAS. Chère Marie, bilan, perspective, avec ta vision nationale. Alors, moi, quand j'ai pris mes fonctions, effectivement, en novembre 2022, auprès du ministre François Braun, effectivement, un des premiers objectifs qu'on m'a assigné, c'est il faut généraliser le SAS, il faut vraiment que ça monte en puissance. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats sont là. On a quand même de très bons résultats, puisqu'on a 96% de la population qui sont couvertes par un SAS. On a 93 SAS qui fonctionnent, et donc 96% de la population. Et ça, c'est quand même en 2 ans, il y a un chemin qui a été parcouru, parce que effectivement, quand je suis arrivée, c'était la montée en charge commençait, mais il y avait encore beaucoup, et notamment beaucoup de craintes et de défiance, notamment sur la coopération entre la ville et l'hôpital. Le ministre l'a dit, c'est un des maillons essentiels du SAS. Et je crois qu'on a réussi à peu près partout à lever ces obstacles-là. Donc il reste encore un tout petit bout de chemin à parcourir. C'est par définition les endroits où c'est pas le plus facile et où donc ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Mais très franchement, je pense qu'on peut dire qu'on sera à une couverture à 100% du territoire et de la population dans peu de temps. Et ça, c'est quand même satisfaisant. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit le ministre Braun sur comment fonctionne le SAS et quels sont nos objectifs. Ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on a créé un nouveau service public. Et ça, ce n'est pas si fréquent que ça, de dire qu'on a donné naissance à quelque chose de nouveau. Donc, on en a fait la genèse, on en a beaucoup discuté, effectivement. Vous avez dit, notamment dans le cadre du pacte de refondation pour les urgences en 2019-2020, création du SAS, etc. Mais objectivement, le fait de se dire qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut appeler le 15 pour avoir une réponse, comme l'a dit le ministre, adaptée à ses besoins, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire finalement dans un laps de temps qui est relativement court, et on peut en être fier. On a embarqué 13 000 professionnels libéraux avec nous, tous les SAMU de France, et en cela, c'est quand même une belle réussite. Donc effectivement, quels étaient les objectifs du SAS? À la fois adapter la réponse aux besoins des personnes, et je suis tout à fait d'accord avec le changement de paradigme évoqué par le ministre. Juste, je n'oppose pas les deux, c'est-à-dire que, par définition, pour répondre aux besoins de santé de la population, il faut derrière une offre de soins qui s'organise. Et donc, en fait, c'est vrai que de plus en plus dans nos politiques publiques, et c'est bien, il faut qu'on parte du paradigme du besoin de soins. On le fait, par exemple, sur nos réformes de financement, avec la notion de dotation populationnelle. On essaye d'adapter
aux besoins de soins du territoire. On le fait sur toutes les expérimentations qui sont évoquées d'ailleurs et par la conférence et par la FHF sur tout ce qui est responsabilité populationnelle. Donc je pense que le pli petit à petit se prend et qu'il faut arriver effectivement à mieux mixer sur les territoires besoins et offres. Quelles sont les perspectives du SAS maintenant qu'on a ces 96% et qu'on est en train d'atteindre notre objectif? Ils sont de plusieurs ordres. D'abord, il faut étoffer là où ils sont fragiles. Il y a des endroits où ça marche mieux qu'à d'autres endroits quand même. Et donc, on est vigilant à pouvoir renforcer les moyens. Il y a quand même beaucoup d'argent public qui est mis sur la table, que ce soit sous forme de FIR, de ce qu'on appelle la MIX-AMU, où on essaye de financer les SAS et de les étoffer. On travaille beaucoup sur la profession d'armes, parce que comme vous le savez, ce sont les armes qui sont la cheville ouvrière des SAS, puisque c'est eux qui décrochent. Et donc là aussi, on sait qu'il y a des endroits où on manque d'armes, on sait qu'on a des centres de formation des armes où il y a des places vides, enfin des places vacantes. Donc tout ça, on essaye d'y travailler pour arriver là aussi à mieux adapter l'offre et la demande. Donc ça, c'est un de nos premiers objectifs sur les perspectives, c'est comment faire en sorte qu'on soit le plus performant possible et qu'on adapte la ressource là où il faut l'adapter. Le deuxième objectif, c'est tout le développement des filières spécialisées du SAS quand même. C'est que maintenant qu'on a un SAS généraliste, entre guillemets, il faut qu'on arrive à se développer sur certaines filières qu'on sait particulièrement critiques ou importantes. Donc c'est l'exemple la filière psychiatrique du SAS. Je laisserai le docteur en parler. Mais bien évidemment, ça c'est un de nos objectifs. Aujourd'hui, on a 19 filières psychiatriques du SAS sur le territoire. On veut bien évidemment monter en puissance. Là aussi, c'est dans le cadre de la réforme du financement de la psychiatrie. On a un compartiment, dit compartiment transformation, qui est censé venir financer ce type de filière. Et on veut absolument que tout ça puisse se déployer. C'est important. On sait que les besoins psychiatriques aux urgences sont massifs sur les jeunes, sur les enfants, mais aussi sur les adultes. Et donc là aussi, il faut être souple, il faut laisser le terrain un peu s'adapter aux besoins. On sait qu'on ne va pas recouvrir le territoire de psychiatres, on n'en a pas forcément suffisamment, mais on sait qu'on peut mettre de la ressource là où il le faut pour faire le lien justement avec les médecins psychiatres, que ce soit des IPA, que ce soit des infirmières. Ça dépend des endroits, mais on arrive à pouvoir faire des choses. Donc ça, c'est un des objectifs. Sur les filières, l'ancien ministre Valtou avait évoqué la pédiatrie, les filières pédiatriques. Là aussi, il faut voir comment on adapte, parce que là aussi, on va avoir une ressource qui est encore rare. Mais là aussi, est-ce qu'il faut renforcer la formation des médecins régulateurs? Est-ce qu'il faut créer des filières pédiatriques du SAS, mais de supra-départemental ou régional? Là aussi, c'est un nouveau modèle à penser, mais on sait qu'en pédiatrie, il y a des besoins. Et le dernier axe, c'est bien sûr la filière gériatrique. Là aussi, il faut qu'on voit comment on s'adapte. Et tout ce que disait le ministre Braun, d'ailleurs, sur les lits d'aval, que ce soit la médecine polyvalente, tu parlais du SMR, ça renvoie au profil des patients qui passent aux urgences et qui vont de plus en plus être consommateurs de temps aux urgences, qui sont les personnes âgées. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre dans les années qui viennent, puisque c'est face à ce besoin-là qu'on va devoir d'abord répondre. Et là, tout est encore à construire. On fait déjà plein de choses, mais tout est encore à construire, et notamment le fait de pouvoir pas forcément passer par les urgences, que ce ne soit pas forcément pour ce type de patient-là la porte d'entrée. Et puis peut-être le dernier point, dernier objectif, je pense qu'il faut qu'on arrive dans les perspectives à mieux valoriser ce qu'on fait, à mieux communiquer et à quantifier et objectiver nos résultats. C'est-à-dire, vous parliez de l'objectif du désengorgement des urgences fin 2024. Bien évidemment, c'est un objectif qu'on a tous en tête. Qu'a apporté le SAS? Quand je suis venue à Rennes, justement chez toi à voir, je me souviens que tu m'avais dit si c'est manifeste, on passe moins aux urgences, mais on n'arrive pas forcément à le quantifier avant-après, parce que comme les passages continuent d'augmenter, c'est pas facile à objectiver. Donc ça, on y travaille. On est en train de réfléchir aussi en lien avec l'adresse sur l'appareil statistique de comment on arrive à valoriser nos objectifs à nous. Voilà, je ne serai pas forcément plus longue là-dessus. Sur les urgences et les propositions qui ont été faites par la conférence, je ne sais pas si on y reviendra après, mais je peux peut-être juste mentionner qu'effectivement, les outils, ils existent. Donc on partage une grande partie des recommandations, que ce soit sur justement les compétences des professionnels, les lits d'aval, tout ça, il n'y a pas de sujet. Les outils, ils existent, notamment sur la régulation, les antennes de médecine d'urgence. Ce sont des outils qu'il faut que le terrain se rapproprie. Et quand je dis le terrain, c'est à la fois bien évidemment les professionnels, mais c'est aussi les élus, c'est aussi les patients. C'est-à-dire, demain, on ne va pas pouvoir dire que toutes les urgences de France sont régulées. Je pense que l'outil, il existe, donc on pourrait déjà le faire, si on le voulait.
Or, on voit bien que c'est pas un outil qui est encore complètement compris de la même façon partout sur le territoire. Donc il faut absolument qu'on arrive à montrer pourquoi cet outil est utile. Est-ce qu'il est utile partout? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des endroits où ça fonctionne sans régulation et je pense qu'il faut pouvoir laisser cette marge de manœuvre au terrain, mais il faut surtout s'assurer, quand on la met en place, que c'est compris par tout le monde, qu'il y a un vrai relais qui est pris derrière, éventuellement d'ailleurs par la ville. Et donc, on a encore des choses à travailler là-dessus. Mais redire que ces outils-là, par définition, on les défend, puisqu'ils ont été mis en place notamment à la demande du ministre Braun, et c'est aujourd'hui des outils qui fonctionnent là où ils sont bien utilisés. Voilà. Merci beaucoup Marie pour ce bilan et ces propositions très concrètes. Et ça me permet de passer la parole, donc, puisque tu évoquais la nécessité de développer les filières spécialisées des sages. Je crois que c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, ça se développe je parle au nom des CHU, hein, mais dans de nombreux CHU, des filières spécialisées, que ce soit la psychiatrie, on va y revenir, que ce soit la pédiatrie, la gériatrie. Je pense que c'est vraiment indispensable. C'est un outil considérable, et pas seulement d'ailleurs par des médecins. En pédiatrie, ça peut être une auxiliaire de puériculture. Nous, c'est ce qu'on avait à Rennes. Ça peut être aussi des psychologues, pas forcément des psychiatres. Enfin, notre psychiatre nous dira s'il est d'accord avec ce choix possible de professionnels. Et en tout cas, c'est un atout considérable pour l'accès aux soins dans ces filières spécialisées. Puis on reviendra sans doute sur la question de la régulation. C'est quand même un sujet, une des propositions phares de la conférence des CHU. Et je rejoins Marie sur le fait qu'il faut que la régulation ne soit pas à la fois systématique sur tous les territoires, et surtout qu'elle soit appropriée, effectivement, adaptée au territoire et comprise par les élus, par la population. Donc il y a un gros travail d'accompagnement à mener sans doute, et je demanderai peut-être à chacun en fin de table ronde de nous dire un mot sur justement la manière dont on peut arriver à mieux convaincre et mieux réguler finalement cet accès aux soins dans l'intérêt du service rendu à la population. Mais donc je vais tout de suite passer la parole à François Ducrot, donc il va nous parler du SAS Psychiatrie. Moi je suis une fervente défenseuse aussi du SAS Psychiatrie qu'on a mis en place très tôt à Rennes, et avec un véritable bilan très très positif face à l'explosion des problématiques de santé mentale. Donc merci de votre témoignage. Merci à vous, merci de votre confiance. À Rennes, d'ailleurs, avec un bel exemple d'intégration de la psychotraumatologie, de la suicidologie et de l'urgence psychiatrique tout venant. Et ça, je pense que ça fait partie des modèles qu'il faudrait peut-être privilégier, peut-être dans des écosystèmes, des SAS psy dans des écosystèmes un petit peu plus larges que ceux qui le sont, là où tout de suite, il y a un trait d'union avec les régions, les recours régionaux et évidemment les CHU. Les SAS psy, je pense que c'est ce qui manquait pour naviguer dans des services d'urgence hospitalière et pré-hospitalière depuis longtemps. Mon cher François, tu le sais. Il y a un petit côté chez nous manquant. Je pense qu'effectivement, alors il y a eu des pionniers, notamment dans le centre de la France. Il a quand même vraiment fallu qu'il y ait ce contexte-là du pacte de refondation des urgences, du rapport Braun, du Ségur de la santé, du décloisonnement ville-hôpital, pour voir naître ces filières psy des SAS. Alors, en printemps-été 2025, 12 ou 13 SAS psy déjà opérationnels qui tournent, alors sur des modèles un peu différents. C'est vrai que c'est relativement hétérogène, mais ça, je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Ça fait partie des quelques, non pas propositions, ça serait prétentieux, mais quelques idées que j'ai. Ça serait d'essayer d'homogénéiser les choses, peut-être avec un cahier des charges, enfin bon. Et puis surtout d'essayer de répondre à une question qui est celle du curseur entre le sanitaro-centré et donc l'urgence psychiatrique un peu pure et dure, et puis le médico-social, avec des offres alors c'est le nôtre à Lille qui s'appelle Prisme, une offre beaucoup plus orientée vers le médico-psychosocial, donc il sort un peu de l'urgence psychiatrique pure et dure. Donc les financements, 2 ou 3 sont en cours de déploiement. Et voilà, alors ce SAS Psy, il vise très clairement à répondre à ces besoins et attentes de la population, comme tu le disais. Je ne vais pas faire le rappel épidémiologique, mais vous savez que 15% de la population française présente un trouble de santé mentale qui justifie au moins un passage médicalisé, donc pas forcément d'un service d'urgence, mais un passage médicalisé au cours
cours de l'année. Donc l'idée, effectivement, de décaler le plus en amont possible la préoccupation, encore une fois sanitaire ou médico-psychosociale, évidemment participe de diminuer la pression sur l'aval. Les quelques chiffres qu'on a là, des SASP et tout ça, c'est effectivement, on n'a pas encore tous les outils pour évaluer les choses très, très clairement, mais montre que la présence d'une filière psy, d'un SAS ou d'un SAS psy diminue de 15, 20 à 25% l'adressage aux urgences pour sortir enfin de cette réponse, alors qui n'est pas spécifique à la psychiatrie et il n'y a aucune animosité à mon propos, mais de cette réponse qui est parfois un petit peu binaire en régulation, entre l'envoi d'un moyen et le recours aux urgences derrière ou le simple conseil téléphonique. Là, on a vraiment ce tiroir intermédiaire sous forme donc de la présence de compétences psy. Alors, infirmière psy, IPA, psychiatre, psychologue, je pense que les choses restons très très souples sur le sujet, nonobstant une nécessaire médicalisation systématique quand même de ces ressources. Donc des SAS psy qui sont de véritables dispositifs de recours non programmés, qui visent très clairement à améliorer la réponse en santé mentale sur l'ensemble du territoire. Alors, venir en appui des professionnels de santé, ça je pense que c'est également quelque chose qui dépend des SAS. Pour en faire un petit tour de France, c'est vrai que à Rennes c'est très très clair. Dans d'autres CHU ça ne l'est pas encore ou pas suffisamment. C'est effectivement l'idée, par exemple, d'avoir une ligne dédiée aux professionnels de santé pour ne pas encombrer le 15 ou le 116, 117 là où il est. C'est des choses qu'il faut encore réfléchir. Moi, après, l'autre élément, quand je parlais d'écosystème, c'est effectivement, alors je prends d'autres casquettes, celui de, alors je ne vais pas parler de mutualisation, mais dans ces écosystèmes, comme je les appelle, qu'est-ce qu'on fait du dispositif vigilance, qui est ce dispositif des recontacts de suicidants à distance du geste, qui a montré, vous le savez toutes et tous, une efficacité extraordinaire sur la réitération suicidaire, puisque les patients qui sont rentrés dans le dispositif vigilance font moins de tentatives de suicide dans un ratio énorme de 38%, c'est quand même considérable. Le 31-14 également, ce 31-14 qui est un peu la clé de voûte d'une redéfinition d'une stratégie nationale de prévention du suicide, qui en est maintenant à 2 ans d'évolution et dont on n'a pas encore les résultats en termes d'efficacité pure et dure. Et puis d'autres dispositifs locaux qui, dans un département, dans une région, peuvent comme ça. Bon, je pense qu'il y a un moment, il y a une nécessité peut-être non pas d'agréger, ni de mutualiser, mais de définir une espèce de dénominateur commun, parce qu'on voit quand même que, typiquement, si on compare le 31-14 et les SAS psy, ce sont quand même à peu près les mêmes types d'appels. Dans les SAS psy, pour ceux qu'on a étudiés, je pense encore une fois tout récemment là, à Lyon, 30% des appels sont quand même des appels qui peu ou prou ont à voir avec la prévention du risque suicidaire. Donc je pense que c'est des choses qui restent encore à définir. Ça augmente l'ambulatoire, donc là de nouveau l'aval et l'aval de l'aval. Il faut encore que cet ambulatoire soit disponible et c'est tout le travail considérable du déploiement d'un SAS psy à l'échelle d'un territoire, entre les PTSM, les GHT, la psychiatrie de secteur à l'intersecteur, ces fameuses CMP qui sont un peu sursollicitées. Il faut que nous au SAS, comme vous en régulation, j'oserais même dire nous en régulation, on est des annuaires de ressources opérationnelles pour pouvoir au mieux, au bon endroit, au bon moment, pour le bon patient, avec le bon profil pathologique et le risque donné, orienter avec sécurité et efficacité. Voilà, quelques mots. On peut en reparler. Je pense que le lien avec le SAS, médecine générale, est fait. Je vous repasse le micro. Oui, tout à fait. Alors évidemment, on est en train de parler des filières spécialisées et de la psychiatrie, mais le premier pilier du SAS, c'est la filière de médecine générale. Donc Alain, votre avis sur le bilan et les perspectives du service d'accès aux soins vues par la médecine de ville? Oui, donc merci de me donner la parole. Donc j'ai fait partie au départ du groupe de travail nommé par Agnès Buzyn à l'époque, et donc je connais bien les fondements du SAS. Et ensuite, avec François Braun, je pense qu'on a marché la main dans la main pour mettre en route ce système. Alors, le bilan, je ne sais pas si vous commencez par le début ou par la fin. Donc, déjà, le début, on n'a pas fait de com du tout, et heureusement. Et heureusement, parce qu'on a multiplié pratiquement par 10 le nombre d'appels au niveau du centre 15, qui est devenu SAS, mais
avec, là je le rajoute, je vais faire des tiroirs à chaque fois je pense, mais je rajoute juste un problème, c'est un SAS 8h-20h, c'est quand même problématique. Parce que la réponse aux demandes des patients, elle ne s'arrête pas à 8h-20h. Et ensuite, eh ben, on parle sur la PDSA. Et nous, on a continué à travailler en mode SaaS depuis la création. On a démarré en 2019, donc on a été précurseur. Et on n'arrive pas à faire la différence entre les deux. On ne peut pas faire la différence, sauf que, effectivement, aux heures de PDSA, on multiplie encore les appels. C'est-à-dire qu'on a les appels habituels plus les appels de PDSA. Et quand on connaît l'état de la permanence de soins actuellement, c'est vrai qu'il y en a partout. C'est vrai que les médecins généralistes font le mieux qu'ils peuvent. Mais on a quand même encore des trous dans la raquette et des difficultés à trouver des effecteurs. Effecteurs, alors le bilan, c'est surtout ça. C'est 1, multiplication des appels. 2, appels pour tout et n'importe quoi maintenant. Parce qu'en fait, le SAS, le 15 sont devenus l'alpha et l'oméga du système de santé. D'accord. Je ne trouve pas de médecin, je ne trouve pas d'infirmière, je ne trouve pas de psychiatre, je ne trouve pas de vétérinaire, je ne trouve pas de réparateur pour mon téléphone. J'appelle le 15. Voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, on peut multiplier les appels. Et puis, nous, on est actuellement entre 1000 et 1500 appels moyenne jour, quoi. Donc sur ça, c'est 60%, effectivement, comme le disait François, traités par la médecine générale. Et 60% de ces appels sont des conseils. Donc des conseils qui sont souvent, allez voir votre médecin traitant. Ah ben, j'ai pas pensé à l'appeler. C'est bizarre quand même. D'accord. Donc ensuite, oui. Et puis après, si effectivement il y a un médecin traitant, il faut qu'il soit disponible. Et puis s'il n'y a pas de médecin dans le secteur, il faut trouver une solution. Alors nous, on a quand même réussi à traiter les soins non programmés. En plus, ça fait partie des missions des CPTS. Et donc notre mission à nous, c'est de trouver toujours une solution. Et je dirais que 4 fois sur 5, on trouve une solution. On trouve une solution grâce à des médecins qu'on connaît bien et à qui on peut envoyer des patients, grâce à la plateforme SaaS, qui fonctionne plus ou moins bien ou qui est plus ou moins bien remplie, grâce aussi aux professionnels de terrain qui arrivent à trouver des solutions pour booster un petit peu leur emploi du temps. Voilà, donc ça, c'est le bilan. Beaucoup d'appels. Beaucoup de difficultés pour trouver des effecteurs sur le terrain. Et puis ensuite, en plus, on nous a mis maintenant la régulation de l'arrivée aux urgences. Pas ceux qui sont devant l'hôpital, ceux qui appellent de loin et qui disent j'ai mal à la tête, je voudrais aller aux urgences parce que j'ai appris qu'il fallait appeler. Il dit, vous n'avez pas besoin d'avoir mal. Vous voulez rire? Vous voulez rire? Maintenant, il faut prévenir quand on va aux urgences. Voilà. Donc ça débouche sur ce que je voulais dire aussi sur la suite. Norme numéro 1, former les patients. Numéro 1, c'est très important. Je pense que si on n'éduque pas les patients, on va dans le mur quoi qu'on fasse, parce que la loi de l'offre et de la demande, c'est gentil, mais nous, on a mis l'offre avant, d'accord. On n'a pas pensé à la demande, mais la demande, elle évolue de façon exponentielle. Et donc, si on évolue, je vais le dire et répéter, la priorité, c'est éduquer les patients. Éduquer les patients sur la consommation de soins, parce que bien sûr, il n'y a pas suffisamment de médecins, mais il n'y en a jamais eu autant, mais ils ne sont pas installés, d'accord. Donc, il n'y a pas suffisamment de ressources sur le terrain, pas suffisamment d'effecteurs. Donc, apprendre aux gens à trouver des solutions eux-mêmes plutôt que de se tourner vers le service public qui est là pour leur donner raison. Alors en ce qui concerne donc le reste du bilan, nous on a eu la chance d'expérimenter un IPA psy au niveau du SAS. On est orphelin parce qu'il est parti, voilà, et donc on n'a pas trouvé d'autres. Et j'aime bien quand on dit on va créer des filières, mais qui va-t-on mettre dans les filières? D'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, on a quand même des problèmes pour trouver des psychiatres. Les psychologues, ils ne veulent pas être conventionnés. Et puis, les IPA, il y en a très peu. Donc, les IPA, on se les garde à l'hôpital et on ne va pas les mettre à la disposition des SAS. Donc, la solution, c'est éduquer les patients, je le répète. Deuxièmement, faire des SAS supradépartementaux, parce que ça, c'est notre projet aussi. On était missionné aussi par Agnès Buzyn à l'époque pour le faire. Malheureusement, on n'a pas pu le faire
encore jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il y a des filières qui peuvent être partagées et même des filières de base qui pourraient avoir besoin de l'apport de SAS plus petits et qui pourraient donner un coup de main de la même façon que nous, on pourrait les aider à se développer. Quand on voit, par exemple, en Lorraine, un département comme la Meuse, on pourrait très bien, nous, réguler aussi la Meuse. Et je ne vois pas comment on va mettre un psychiatre dans la Meuse alors qu'on n'en a pas encore en Moselle. Voilà. Et c'est la même chose pour tout ce qui est pédiatrie, c'est la même chose pour la gynéco-obstétrique, d'accord ? On pourrait faire des filières dans tous les sens, d'accord ? Voilà, donc pour moi, bilan positif, bien sûr, pour les patients qui n'hésitent pas à appeler. Et le négatif, c'est que déjà, il faut nous donner des moyens, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Pour ceux qui vont créer des SAS, imaginez une salle suffisamment grande, plutôt que de s'asseoir les uns sur les autres, un petit peu comme on n'est pas encore là, mais ça vient tout doucement. Alors, surtout si on rajoute des filières. Donc, nous donner des moyens aux professionnels de se former les jeunes justement à la régulation, parce que moi, j'ai des internes qui viennent avec moi en régulation, ils sont ébahis, bien sûr. Mais je ne ferai jamais ça, hein. C'est trop dangereux, etc. Donc déjà les former des jeunes, leur montrer qu'effectivement ce n'est pas toujours dangereux, et puis qu'ils verront aussi par le petit bout de la lorgnette comment ça se passe entre le schizo qui appelle parce qu'il est en crise, et puis ensuite la maman qui appelle parce qu'elle est toute seule à la maison, ses enfants sont malades, elle ne sait pas comment se balader. Voilà, ça c'est un peu notre vécu de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup Alain et merci d'avoir insisté sur l'éducation des patients et la formation des jeunes à ces métiers justement du SAS qui sont essentiels. Il nous reste quelques minutes pour une à deux questions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question dans la salle. Oui, je vous en prie. Bonjour, Geoffroy Lang pour la PM. Donc on est en 2025. Les premiers SAS du copilote ont été lancés en 2021, la généralisation en 2022. Si j'étais un peu espiègle, ma question, ça serait quelle campagne de communication sur le bon recours au SAS vous a le plus marqué depuis tout ce temps ? Puisque si on sort dehors, personne ne connaît les SAS en réalité. On connaît le SAMU, on connaît les urgences, mais comment on peut bien utiliser ce dispositif s'il est inconnu ? Je vais laisser Marie détailler, mais personne ne connaît le SAS, mais tout le monde sait qu'il faut faire un numéro de téléphone. Donc finalement, pour moi, c'est un succès. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de lâcher le 15 que pour les urgences vitales et de dire j'ai un problème, j'appelle le 15. Il faut quand même rappeler, et je demande aux journalistes de le rappeler, surtout professionnels, qu'en dehors du santé bashing, de l'hôpital bashing, de tout ce qu'on entend, en France, c'est le seul pays, enfin non, il y en a d'autres un petit peu, puisqu'on a développé le concept ailleurs, mais où, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez accès à un médecin en quelques minutes, certes au téléphone, souvent en visio maintenant, mais on a accès à un médecin partout, tout le temps. Et ça, il faut le rappeler. Alors, on va tomber dans des excès, comme disait Alain, c'est-à-dire des gens qui appellent un petit peu pour n'importe quoi. Mais moi, j'aime mieux qu'ils appellent pour n'importe quoi plutôt que de se présenter aux urgences spontanément. Mais ça, c'est mon concept du truc. Donc, faut-il faire de la pub ? Je ne sais pas, parce on a déjà un succès qui est énorme. La pub, elle se fait quand les gens se présentent aux urgences. On leur explique. Ça pourrait être aussi de l'éducation thérapeutique en même temps, hein, sur le bon recours. Oui, c'est l'objectif du bon recours. Et c'est ça l'éducation des patients, en fait. Hein. Les gens, quand ils appellent 3 fois pour une connerie, entre guillemets, le SAS, on leur dit, écoutez, c'est bon, c'est pas la peine, prenez un paracétamol ou voyez votre médecin demain. La 4e fois, ils appelleront pas. Et puis l'éducation, elle va se faire comme ça, un petit peu par imbibition. Oui, dire qu'effectivement, sur le sujet de la communication, peut-être 2 choses. La première, c'est qu'on est effectivement sur une ligne de crête entre bien faire connaître le dispositif, le faire appréhender, que tout le monde s'en saisisse, et effectivement ne pas sursaturer, comme dit le ministre. Le 15 est déjà un numéro connu. Cela dit, il y a eu des campagnes de communication, il y en a encore, avant l'hiver et avant l'été. Vous les avez peut-être pas vues, mais elles existent. Et elles existent sous forme soit d'affiches, soit et notamment d'affiches dans le métro. Et elles ont déjà vocation à être un peu éducatives, puisqu'elles se déroulent en 3 étapes. On dit, je suis malade, j'ai un besoin de soins. 1, j'appelle mon médecin traitant. 2, je n'ai pas de rendez-vous chez mon médecin traitant, je cherche une solution de soins non programmée, je ne la trouve pas, j'appelle le 15. Et ça,
Ce mantra en 3 étapes, il a été développé, et justement, il est développé par le ministère pour essayer de bien rester sur la ligne de crête que j'évoquais. C'est-à-dire, je n'appelle pas le 15 immédiatement, je cherche une solution, et quand je n'en ai pas, j'appelle le 15. Et cette campagne de communication, elle s'est déjà développée, elle se redéveloppera, et peut-être qu'on a des progrès à faire, peut-être qu'il faut la faire plus souvent, peut-être qu'elle est améliorable, mais en tout cas, elle existe, et elle pose bien ces 3 étapes-là. Merci beaucoup, Marie. Toute dernière question, mais très très courte parce qu'on a vraiment quasi plus de temps. Merci en tout cas tous et toutes. Je voudrais simplement compléter, c'est que l'accès aux soins non programmés, quelquefois, ça interrompt même le parcours de soins. Et après, c'est très difficile de retrouver les patients sur lesquels on avait déjà fait un certain nombre d'interventions. Et en particulier aux urgences, ils ont eu beaucoup d'examens. Et ça devient assez critique pour les parcours de soins. Donc c'est aussi recentrer ça sur les parcours de soins. Merci de ce témoignage. Merci beaucoup à tous et toutes. Et comme notre ministre Yannick Neuder est là, je ne sais pas s'il veut dire un mot du SAS. Est-ce qu'on peut se permettre, Monsieur le ministre, de vous dire un mot du service d'accès aux soins? On termine la table ronde. Hein. Je me permets cette liberté. Vous voulez dire, on a fini la table ronde. On a fini la table ronde. Mais vous voulez peut-être pas. Donc c'est un bilan très positif avec un certain nombre de conditions de succès à améliorer, l'éducation du patient, la question des moyens, la question des professionnels, de leur formation et la question de la communication. Si je fais une brève synthèse de cette table ronde, en tout cas, merci à vous tous de votre participation à cette table ronde. Et comme on a la chance d'avoir un successeur important de notre ministre François Braun, le ministre en titre. Voilà, que pensez-vous du service d'accès aux soins? Est-ce que vous êtes favorable pour continuer le déploiement du SAS? Moi, je crois que l'important, c'est que chaque patient trouve sa solution, et on voit bien que c'est pas en projetant des patients aux urgences sans s'organiser qu'on va améliorer les choses. Donc, je crois qu'il faut possiblement en passer par cette étape, sous réserve que naturellement, ça ne ralentisse pas les délais de prise en charge, puisqu'on sait très bien que dans certaines pathologies, eh ben, ça conditionne le pronostic. Hein. Je vais plaider ma cause, mais en cardiologie, un infarctus, s'il passe son temps au téléphone, eh ben, c'est des minutes et c'est du myocarde en moins. Mais je crois qu'il y a beaucoup aussi de choses, et je crois que la dernière étude qu'on a eue de la Cour des comptes en décembre montrait que 40% des passages aux urgences auraient pu être pris en charge autrement. Donc je crois qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut faire le SAS, réguler, mais il faut aussi mailler le territoire, parce que je crois que les patients sont très intéressés de pouvoir trouver des petites unités primaires de soins avec de la consultation, avec parfois des horaires un peu adaptés, de la biologie, de la radiologie, pour qu'on puisse, dans 80% des cas, répondre à la demande des patients, et puis que l'hospitalisation se remette bien via les urgences que dans un rôle de recours quand le problème n'a pas pu être traité, ou alors quand il y a un degré d'urgence. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on reconstruise tranquillement, mais on ne pourra pas permettre de refonte du système hospitalier, de restructuration, tant qu'on n'aura pas restructuré l'organisation territoriale. C'est le sens du pacte sur les déserts médicaux, parce qu'on sait très bien que ce qui désorganise aussi un hôpital, c'est ses urgences, parce que derrière, il y a des services qui se voient eux-mêmes imposer des patients, des lits, et ça, personne n'est satisfait. Le patient n'est pas pris dans de bonnes conditions. Il passe un temps déraisonnable sur des brancards. Il arrive dans un service qui ne l'attend pas, qui désorganise l'activité. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse toute cette réorganisation. Et on ne peut pas dire on ferme pendant 6 mois, 1 an et on se réorganise, puisqu'il faut faire ça, on va dire, en permanence. Donc c'est la difficulté de la situation, mais je crois que les bases qui ont été posées par François Braun sont de bonnes bases. Merci donc à nos 2 ministres et à tous les participants à cette table ronde, et merci d'avoir accepté cette interpellation impromptue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous et toutes.